bienvenue dans Sans filet spécial Coupe Rogers. Je sais que vous attendez tous le match de l'Olympique de Marseille. Mais avant, un petit peu de tennis, ça vous fera pas de mal, évidemment. Et pour en parler avec moi, Julien Varlet. Bonjour Marie. Ça va, Julien? Moi, j'attends pas du tout l'OM. Non, mais parce qu'on sait que tu es supporter de Lens. Voilà pourquoi tu n'attends pas Marseille. Qui joue qui? En face de toi, Benoît Mélin, Division, notre expert tennis. Ça va, Benoît? Tout à fait. Tu prends un air si grave. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Gaël, mon fils, va jouer à 19h. Exactement. Et que? Vas-y, dis-le. Et que je flippe ma race. Voilà. Et en face, Coco, mon cher Coco, tout va bien? Ça va très bien. Voilà, on va rester ensemble un peu plus de 45 minutes d'ailleurs, pour donc parler de ce dernier carré masculin et féminin au Canada. Alors, il y a 2 combos boostés qui vous sont proposés aujourd'hui par nos amis traders en haut. C'est eux qui ont fait le job aujourd'hui, ils vous ont proposé, donc c'est à prendre dans l'onglet code boosté sur le site de Winamax. Donc si vous avez envie d'y aller, Coco va les afficher. Il y a un combo boosté qui concerne les hommes et les femmes. Tu as commencé par les femmes. Voilà, c'est Serena Williams qui bat Bouskova 2-0 et Andreescu qui bat Kenin 2-0. Donc si vous êtes motivés, allez-y, c'est 5,50. Et il y a une autre donc, qui concerne les hommes, évidemment. Mon fils qui remporte le premier set dans son quart de finale face à Bautista qui n'a pas pu jouer à cause de la pluie. Et Medvedev qui bat Kachanov dans cette demi 100% russe 2-0, c'est boosté à 4. Voilà, si vous voulez les prendre, allez-y les amis. Évidemment, nous on va directement foncer à Montréal pour rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer avec le tenant du titre, évidemment, Rafael Nadal, l'Espagnol, numéro 2 mondial, qui a décroché sa place. Vous allez le voir en demi-finale après sa victoire contre Fabio Fognini, qu'elle régale. Alors Fabio qui s'est blessé au pied, match en 3-7, victoire en 3-7, donc pour notre ami Rafael Nadal. Après la perte du premier set, c'est vrai que l'Espagnol a rapidement mis de côté ses maladresses et ses erreurs techniques de début de match pour se remettre, mon cher Benoît, dans le sens de la marche. Il est devenu clinique, comme on le connaît, même si Fabio, on le rappelle, a été blessé au pied. Ouais. Alors là, j'ai trouvé Nadal absolument pas lucide, que ce soit sur le court, en interview d'après-victoire ou en conférence de presse, où il a dit vraiment, je trouvais ça bizarre parce que je jouais très très bien sur le premier set. J'ai trouvé ça étonnant que ce soit que je le perde. Déclaration après, parce que ça, c'était un point de dingue. Ça. Comment on explique ce revirement, notamment après la perte du premier set? Comment tu expliques ça? Il n'y a pas de revirement. On l'a vu très vite. D'ailleurs, Fabio Fognini a un problème emmerdant. C'est d'ailleurs de ça qu'ils ont parlé à la fin du match tous les deux. C'est que Nadal lui a demandé, il lui a dit mais c'est quoi ton problème? Puisqu'on l'a vu tout de suite, au tout début du premier set, il a commencé à... Alors c'était le mollet à Roland-Garros et en fait on croyait que c'était le mollet, mais en fait pas du tout, c'est la cheville. Il a un petit bout de cartilage qui se balade. Thomas Enqvist avait eu ce problème et ça avait bien foutu en l'air sa carrière. Il avait dû être obligé de se faire opérer pour enlever ce petit bout de cartilage qui se balade, et suivant ce que tu fais, ça se met dans une position qui te fait super mal, quoi. Et donc il a raconté ça à Rafa. Rafa lui a dit écoute, j'ai eu le même problème, je me suis fait opérer et depuis c'est nickel. Donc c'est pour ça qu'il est allé le revoir après en lui tapant dans le dos en disant vas-y fais-le quoi, parce que sinon tu vas jamais y arriver. C'était un échange vraiment cool. Alors qu'au début, je me suis dit les mecs ils sont en train de s'arsouiller à cause du dépassement de temps, parce qu'à un moment Fognini a gueulé comme un putois par rapport encore une fois à l'horloge. Quand il y a eu ce point-là, ouais. il court entre les jambes. Et j'avoue qu'encore une fois l'arbitre il n'y est pas du tout. Il y est pas, il fait rien. Et ils sont jamais sur les matchs non, mais Nadal. et puis, je vais te dire, le dépassement c'est une chose, et la coupure. 40 minutes le premier set, t'as une coupure de 7 minutes à la fin du premier set. Non, mais à un moment, il faut arrêter. Et en plus, à un moment, je l'ai dit, genre, Rafa se casse encore une fois, allez hop, ça va durer 2 heures. Et t'as les gens qui disent oui, mais c'est normal, il doit changer son short et tout ça. Mais non, c'est pas normal. Le mec, il a pas besoin de changer son short. Bah oui, mais encore une fois, ça casse complètement le rythme du truc. Mais toujours est-il qu'en revenant sur le match, Fognini dans le premier set joue extrêmement bien, comme on pouvait s'y attendre face à Rafa Nadal, parce que Rafael Nadal n'est absolument pas à son meilleur niveau. Il fait quand même 14 fautes directes dans le premier set, c'est hallucinant. Et après, bien évidemment, Fognini joue plus. Enfin, il joue plus du tout comme il l'a fait. Tu parlais de sa conférence de presse, de ses déclarations. On va en voir une, notamment. Je pense que les choses arrivent vite ici parce que le cours est rapide. Parfois, dans le premier set, le joueur qui prend l'avantage peut arriver à l'augmenter rapidement.
c'est compliqué de stopper le momentum de son adversaire. Mais je voulais revenir sur ce que dit Benoît, et je suis tout à fait d'accord avec toi, pour une fois. C'est que je ne comprends pas ce qu'a pu dire tout de suite à la fin du match l'interview de Rafa qui dit « Effectivement, j'ai bien joué ». Tu peux pas dire que tu as bien joué quand tu fais 14 fautes au premier set, d'accord ? Surtout lui. Lui, tu fais une faute quand même dans le deuxième, et tu finis à 22. Dans la totalité du match. Dans le premier set, non, si le score n'a mais il n'est pas au-dessus du tout dans le premier set. Quand tu regardes le premier match, tu as l'impression qu'il y a un ton de retard à chaque frappe. C'est que les frappes tendues, rapides, et surtout sur deuxième balle de Fognini, l'ont extrêmement gêné. Il n'a pas un coup dans la première manche où il fait un coup en avançant, où il met le transfert du poids du corps. Donc tu sens qu'il est pris de vitesse. Après, moi je me dis, c'est un joueur d'expérience qui est pas bête. Il a laissé un peu passer l'orage et tout doucement, il a un peu rentré dedans. Les fameuses 7 minutes, ça casse un petit peu le rythme. Et puis effectivement, Fognini a ce petit problème de pied. Mais je pense qu'il a été intelligent et je trouve où il a été très intelligent et il devrait le faire, mais 9 fois sur 10. Ce fameux service slicé de gaucher, côté avantage, où l'adversaire est vraiment en difficulté, il n'a plus que la petite volée à poser. Il l'a fait très souvent dans des moments importants. Il a fait le point, mais quasiment à chaque fois. Et je trouve que tu vois, tu disais que pour toi, il n'est pas bien servi. Je trouve qu'il a quand même bien servi sur le premier tour. Rafa. Ouais. Je trouve qu'il a très bien servi et il a enchaîné quand même très souvent ce fameux service volé. Et je trouve que là, mais ça lui rapporte un nombre de points. Mais moi, je serais gaucher, je ferais ça à chaque fois. Oui, mais encore une fois, on rappelle, parce que là, je vois Danilo qui dit, 3e set, la nonchalance flippante de Fognini. Non, mais il est toujours comme ça. Et de toute façon, il peut se le permettre parce que déjà, il a un œil incroyable de pouvoir supporter la cadence de Rafa du fond du court. Je vais juste remonter. Vas-y, continue. Non, mais parce que on va voir le point sublime. De dingue, là. Le point de dingue. On l'a déjà vu. Oui, mais là, on peut même le mettre en grand écran. Tu vois, c'est ce qu'il faut se rendre compte. Regardez Rafa. Rafa est très loin et il sait très bien qu'à un moment ou un autre, s'il y a une balle courte, Fognini va tenter quelque chose. Et il le fait, hein. Et ce qui est dingue, c'est regarder ce toucher de balle. On a l'impression qu'il marche, Fognini. Mais il a tout le temps joué comme ça. Attention. Après, c'est son attitude et sa façon de jouer. Oui. Parce que tu vois, effectivement, on n'a pas l'impression qu'il bouge énormément les jambes. Ça, c'est la première chose. Et puis, il a aussi cette façon de jouer avec sa technique, avec le torse assez droit. Donc, on a vraiment l'impression qu'il domine un petit peu et qu'il joue en marchant. Mais il me fait penser, alors, un peu différemment, mais par exemple, Fabrice Santoro, quand on faisait les tests physiques à l'époque, c'était le joueur qui avait les plus mauvais tests physiques. Comme Sébastien Grosjean, sur le 10 mètres, sur les déplacements. Mais à partir du moment où la balle était en jeu, ces joueurs-là ont un œil. Incroyable. Et ils arrivent à voir le jeu plus rapide que les autres. Et c'est ce qu'a Fabio Fognini. Et encore une fois, si Fabio Fognini n'a pas ce problème à la cheville, je ne suis pas du tout sûr que Rafa passe. Hein. Parce que le premier set, c'est une démonstration d'un Nadal qui est quand même en manque de longueur de balle, qui fait beaucoup de fautes, qui était crispé en plus parce qu'il savait que Fabio, c'est compliqué. Voilà, et j'ai presque envie de dire que tout se passe bien pour lui, puisque le vainqueur de l'autre quart, Monfils Agut, ils vont jouer à 19h pour rejouer ensuite à 2h du matin. Enfin, 2h du matin en français. Sur deux joueurs qui lui réussissent très très bien en plus. Ouais, et encore une fois, est-ce que ça peut être un match long, très dur? On va parler tout de suite de ce match-là. Tu fais bien, mon cher Benoît, parce qu'en effet, Nadal n'est plus qu'à 2 matchs du doublé. Il affrontera donc, comme l'a dit Benoît, le vainqueur du match entre Monfils et Bautista stoppé par la pluie. Tu l'as dit aussi, mon cher Benoît. À 0,30 service à goutte. Il y a quand même une chose importante, comme tu dis, c'est que déjà, c'est des joueurs qui n'ont plus forcément à ce niveau-là l'habitude d'enchaîner 2 matchs dans la journée. Il faut y penser forcément, Julien. Je vais te demander. Oui, mais quand tu vas là. Il faut y penser sans y penser trop. Il faut rester dans le moment présent et pas se dire si je gagne, je vais jouer. C'est pas des premiers tours en plus. Ben non, parce que c'est vraiment la meilleure chose pour se planter sur ton match si tu penses déjà à l'après. Mais tu penses forcément à passer moins de temps sur le court. Oui, mais je finis juste, Coco, c'est que même si c'est un match qui va pas forcément, on va dire, très long, peut-être dans le temps, on sait jamais, c'est un match qui va être très intense. Parce qu'il va y avoir. T'as vu les 2 premiers points? Rien que sur les 2 premiers points, il y a dû y avoir 50 frappes. Points. Non, mais il y a eu 50 frappes. Donc ça va être un match intense physique. Ça va peser après quand celui qui va gagner va jouer Rafa. Mais je vous avoue que, encore une fois, quand tu vois le début, enfin, les 2 premiers points de ce match entre Monfils et Agut, tu vois clairement ce que va essayer de tenter Monfils, c'est-à-dire, je contrôle ta petite balle du fond du court qui me fait pas mal, je vais défendre, mais à un moment ou à un autre, si jamais tu tiens pas ta cadence et que tu me fais des fautes directes, moi j'en ferai pas, et si jamais tu me mets une balle courte, je te lâche un parpaing, et potentiellement je viens au filet. Donc voilà, c'est un peu le nouveau Monfils, même s'ils se connaissent. Hein. La dernière fois qu'ils se sont joués à Montréal, il y a 2 ans, ça avait été un match de dingue, qui avait duré quasiment 3 heures, où Monfils
avait gagné le premier set, avait le break dans le deuxième, était à 2 points du match dans le tie-break du deuxième set, a eu balle de match à la fin du troisième set. Ça a été un truc de malade. Ça ressemble à Donc, on peut partir sur un combat de 3 heures. Donc, ça veut dire que s'il y a ce combat-là, derrière, Rafa, tu sais qu'il va jouer sourire. Rafa, l'autre, il est là, Ben oui, forcément. tranquille. Hein. Tu sais à quoi ça il me se fait fait, il penser se fait une paille là avant. Ça me fait penser à Tim, à Roland Garros. Oui. Quand Tim joue Djokovic sur Oui. 2 jours, il dit ouais, mais que voulez-vous que je fasse? Je joue Djokovic, le numéro 1 mondial, et derrière, j'enchaîne sur le meilleur joueur de tous les temps sur terre battue. Bah, un terrain. Impossible. Donc là, En tout cas, pour l'instant, ce sera Monfils contre Bautista Agut, le dernier quart de finale à jouer. Mais je reste sur, pour Mais moi, t'as pas- je vois mon fils. Hein. On en a parlé Moi, je vois évidemment Monfils 2-0. hier. Alors, Ouais. Kokos vient de s'enflammer là, 2-0 pour Mais non, Monfils à 3,50. Je sais que Benoît part aussi sur Gaël Monfils, fait confiance aux Français. Julien, t'es un peu moi, plus la, confiant. la rigueur espagnole. Agut Ouais. Oui, mais tu vois, on rappelle, hein, encore une fois, depuis le début de la semaine, alors conditions vraiment compliquées, il y a beaucoup de vent. Quand il n'y a plus de vent, bah, il y a la flotte qui arrive. Donc, logiquement, il devrait y en avoir encore du vent aujourd'hui. Et je trouve que mon fils gratte beaucoup plus que Agut. Agut, quand même, trajectoire très tendue. Il peut faire des fautes à cause du vent. Alors que mon fils, je pense qu'il peut vraiment... il peut l'emmerder en faisant des petits trucs, des petits grilleries à droite à gauche, mais surtout qu'il ne nous sorte pas, si jamais il se prend 2-7-0, j'ai essayé un plan tactique complètement différent pour voir ce que ça allait donner. Pourvu qu'il nous fasse pas ça, qu'il joue normalement, il connaît Agut, il sait exactement ce qu'il a à faire, et il a la capacité, le potentiel. Les armes. Après, physiquement, je ne sais pas du tout s'il est prêt justement pour jouer une bataille pareille face à Agut, mais on verra. Et en plus, on rappelle que si Rafa, mon cher Julien, rencontre Bautista Agut, il aime bien ses compatriotes. Bah là, Rafael mais Nadal, Rafa, dès qu'il hein. joue en espagnol, il peut Voilà. Non, mais il faut pas que ce soit Agut. Non, Regarde, si c'est non, Agut, mais il y a, on sait qu'il y aura. Enfin, je sais pas, mais dans l'absolu, il n'y a pas de match. Après, Rafa, moi, il me rassure pas depuis le début. Donc, on verra. Après, il monte Ouais, mais une petit fois à petit en de plus, puissance. Benoît, il joue peut-être pas bien, mais en attendant, Ah, il passe. est là. Il Voilà. passe. On va passer maintenant, nous, au choc 100% russe entre Danil Medvedev et Karen Khachanov qui nous attend. Hein. C'est la première fois que deux Russes se qualifient dans le dernier carré d'un Masters. Excuse-moi, qu'est-ce que t'as mis là, au niveau des aces? Plus de 7,5 ace pour mon fils à 1,75. Je trouvais ça très joli. C'est pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Attends, je te la En remets. tout cas, ça a attiré l'œil de Benoît. Après, je t'avouerai que. Ah non, parce que j'ai vu que c'est rare que tu mettes un truc comme ça. Mais surtout, c'est que, tu vois, pour mettre cette stat-là, il aurait fallu qu'on aille vérifier un peu sur ces 2-3 premiers matchs ce qu'il a fait. Bah, généralement, ils prennent le cut en fonction des deux trois. Non, mais- moi, j'ai regardé un peu, mais- je trouve ça intéressant. Mais, bah oui, mais bon, enfin, t'as la même Après, cote c'est un sur les peu deux. faussé, Ouais, tu vois, parce que Polanski, il a joué 3-7, etc. Mais C'est pas ouais, pareil mais- si t'es en 2-7 ou en 3-7. Après, il a très très bien Urquhart, il y servi. a peu de jeu. Contre Urquhart, il a Ouais. servi 81% de première. 85%. Mais il cherche pas l'ace, quoi, tu vois. Il met une prune. Agut, c'est un très bon relanceur. Donc peut-être qu'il fera. Je le vois très bien rentrer sur le court en 2 temps. Et je Mais vais te dire, des aces. moi perso, je Il y joue a le un moins de match, 7,5 si tu veux. je préfère faire 5 aces, mais avoir 95% de points gagnants. Tu m'étonnes. Parce que je fais des services gagnants, ou en deuxième coup de raquette, qui tu vois, que faire 5 aces et 15 aces et 25 double faute. T'as peu d'ace, hein. Avec le vent, c'est très compliqué. Hein. Donc là, les mecs essayent surtout de servir un gros maximum de pourcentage de première, des fois même des premières secondes, comme on l'a vu sur les matchs précédents. Et le cut de Bautista est à 2,5. 2,5 pour Bautista Agut. Voilà pour ce dernier donc, quart de finale. On va rebasculer sur les demi, on va basculer sur le choc. Donc je le disais, 100% russe entre Khachanov et Medvedev. Khachanov qui va regoûter au dernier carré d'un Masters 1000 pour la première fois depuis 9 mois. Et son triomphe à Bercy. Il s'est qualifié pour les demi. Vous allez le voir aussi en dominant solidement Alexander Zverev. Surpuissant régulier, il a mis vraiment en exergue les lacunes actuelles d'Alexander Zverev. Non, mais après, je te comprends parce que tu as pris une balle de ping-pong dans l'émission d'hier et c'est sûr que ça a dû te bousculer les neurones. C'est vrai. Mais encore une fois, il n'y a rien de solide dans la victoire de Khachanov face à Zverev. Zverev est à des années-lumière de son meilleur niveau. Il a encore une fois servi des doubles fautes à chaque fois sur des moments un peu importants. 29 fautes directes. Le mec s'écroulait. Le nombre de fautes directes qu'il a pu faire, tu l'as dit, 29 fautes directes, alors que Khachanov en a fait 8. Mais Khachanov était hyper crispé, tout autant que Zverev. Ça n'a pas été un très beau match. C'est pas un match d'une grande qualité. Et je peux te dire qu'à l'heure actuelle, Medvedev, qui lui est en surconfiance,
ne se pose aucun problème. Il s'est baladé contre un team qui n'était pas là, qui était resté au vestiaire. Non match de Dominique Thiem, Complètement cuit, le team. Là, il s'est rattrapé son décalage horaire. C'est exactement ce que j'allais te demander, Julien, parce que c'est vrai qu'hier, on se demandait, on se questionnait sur la transition, l'adaptation express de Dominique Thiem, et on a vu que là, ça a coincé hier. Hier, il était, et c'est même rare de le voir passer au travers d'un match comme cela. Je dis pas forcément l'aspect tennistique, mais physique, parce que c'est quand même la base. Et physiquement, il n'avait pas de jus, il était lent, il n'était pas bien. C'était vraiment une catastrophe. Après, une fois de plus, sur le match de Zverev et Khachanov, tu retrouves les lacunes d'un Zverev avec un match effectivement crispant pour les deux joueurs, parce que tu sens qu'ils sont pas à leur meilleur niveau, mais tu as un Khachanov qui fait un tout petit peu moins de fautes que Zverev et qui s'en sort parce que là, il est un peu meilleur. Non, mais après, il faut se rendre compte que Zverev, dès qu'il y a un échange, c'est un moment, il s'écroule, quoi, tu vois. Et puis il a un élastique dans le dos. C'est fou. Il peut pas, il a peur. C'est dingue. Les services, dès qu'il avait une seconde balle, il était dans l'angoisse absolue en se disant, c'est pas vrai, je vais encore faire une double. Mais tu vois, c'est là. C'était dingue. Une fois de plus, je parlais souvent pendant Roland-Garros de la gestion émotionnelle chez les filles et tout ça. On en parle aussi chez les garçons là. Parce que tu te rappelles, il y a quasiment à peu près un an, il gagne quand même le Masters 1000 de Madrid, Zverev, en sauvant une seule balle de break sur son service tout au long du tournoi. Et là, un an après, le mec, il perd pied sur ses services. Alors, il fait des aces, mais il fait quasiment autant de double fautes. Donc, ce n'est qu'une question de tronche. C'est pas une question de technique. Alors, certes, il y a peut-être un petit peu le vent qui gêne, mais mentalement, je pense qu'il se sent pas. Il essaye de s'appuyer sur ses points forts, de pas rater, de pousser. Après, la spirale, ça paraît compliqué pour lui de s'en sortir aussi, parce que... Oui, mais à Madrid, quand il gagne Madrid... Oui, là, c'était exceptionnel, mais sinon, il en fait toujours beaucoup. Par contre, je trouve que Khachanov revient bien, qu'on retrouve plutôt le Khachanov qu'on avait vu l'année dernière en fin de saison, Bercy, etc. Et il fait moi, je le trouvais bien. T'es pas d'accord? Moi, je trouve qu'il fait un bon tournoi. Tu penses qu'au match d'hier, mais il a... bien sûr qu'il fait un bon tournoi. Le mec, il a perdu au premier tour à chaque fois depuis le début de l'année, quasiment. Il tape quand même Wawrinka au premier match. Il joue Félix derrière et il joue Zverev au corps derrière. C'est pas mal. Et là, Medvedev. Moi, je vois Khachanov et je vois 3-7. Voilà. Medvedev 2-7. C'est quoi la cote? 3-7, c'est à 2. Khachanov, c'est à 2,75. Juste pour vous dire dans les duels quand même. Et 3-7, c'est à 4,60. Moi, je trouve qu'il a une sérénité et je retrouve le Medvedev qu'on avait eu en fin d'année là sur Tokyo, qui prenait des risques et tout ça. Début d'année, il poussait un peu la balle, mais bon, en attendant, il a gagné des matchs. Mais je retrouve le Medvedev qui me plaît bien, en venant de temps en temps un petit peu au filet, en faisant un peu sa mayonnaise, en embourbant un peu les adversaires. Et moi, je partirais match entre compatriotes aussi. Non, mais ils sont pas potes, ils sont pas forcément très potes. Non, mais ils font le double ensemble. Non, mais vraiment, ils font le double ensemble. Je te promets, ils sont potes. Bon. Parce que moi, j'en avais parlé avec Daniel justement par rapport, tu sais, à cette génération Rublev, Khachanov et tout ça. Et il m'a dit, bon, Rublev, on le connaît un peu moins, mais ils sont ensemble depuis 2012, à jouer des doubles sur le circuit junior et tout ça. Ils ont été finalistes des championnats d'Europe junior, genre en 2013 ou je sais pas quoi. Les mecs, ils se connaissent et ils s'apprécient. Mais le truc, c'est que là, à l'heure actuelle, au moment Medvedev est largement au-dessus et surtout, dans les pattes, le mec n'a pas joué, quoi. Bah oui. C'est des matchs d'une heure en moyenne. Le team, c'est même pas un match d'entraînement. T'as l'impression qu'ils s'échauffaient tous les deux. Le pauvre team, il était cuit. Et derrière, t'as un Khachanov qui arrive avec, alors peut-être des belles victoires, certes, mais des matchs compliqués en 3-7 où il se grignote la tête parce que c'est pas simple. Donc peut-être, mais les conditions de jeu sont vraiment compliquées, quoi. Donc je vois pas du tout Khachanov sur ce match. On n'a pas fait un petit point météo d'ailleurs. Quel temps fera-t-il moi, c'est l'inverse. Oui, je sais. T'as dit toi, Khachanov. Juste pour la petite histoire, hier j'ai commenté donc Rafa. Et le journaliste, on prend l'antenne. Il fait beau, il n'y a pas de souci, tout va bien. Non, mais tu sais que c'est le théorème du commentateur. T'annonces un truc, il se passe. Non, mais quand tu vois qu'il ne sait même pas pleuvoir, c'est qu'il y a eu un orage, il y avait même des éclairs, c'était violent, quoi. Mais bon. En tout cas, on a Hazard Destin sur YouTube qui nous dit: je vois Khachanov, très belle cote. Et oui, Coco, n'oublions pas qu'il gagne le Masters de Bercy en 2000. Et moi, je le vois même gagner le Masters, là. En finale contre Nadal. Le Masters. Là, celui-là. Ah, là. Celui-là. Il bat Medvedev et Nadal bat mon fils et il se retrouve en finale face à Nadal et il bat Nadal. Vous voyez gagner qui là? Parce qu'on va pas se revoir on va pas se revoir demain. On va direct aller nous à Cincinnati. Allez, moi je reste sur une finale Medvedev-Nadal et Nadal au bout. Donc quand même Rafa au bout. Rafa était à 1,50. Alors on va peut-être, voilà, comme ça c'est mieux. Même enlever Bautista à goutte, sauf si mon cher Julien. Bautista est à 10 et mon fils est à 20. Mon fils est à 20, ouais.
Il est monté, je l'avais fait afficher hier à 17. À 17, exactement. Oui, bien sûr qu'on rêve de mon fils. Mais... Bah, le problème, c'est Nadal. S'il n'y avait pas Nadal, j'y croirais beaucoup plus à mon fils. Moi, je pense que Gaël, il manque de rythme et à un moment, il faut en avoir dans les pattes. Et je pense qu'il manque quand même pas d'heures de jeu, mais de matchs à ce niveau-là pour aller titiller ces mecs-là. Parce que déjà, Agut... Jean Gaspard sur YouTube n'a dit jamais Gaël ne passe face à Bautista. Et puis, pas oublier, mine de rien, même s'ils sont quand même plutôt prêts physiquement. Alors après, Gaël, on ne sait jamais vraiment ce qu'il a fait à Genève. Mais tu joues quand même Bautista Agut, qui est une raclure, pour jouer Nadal derrière, pour jouer demain une finale Masters 1000. C'est quand même pas le week-end. C'est pas le week-end le plus simple. Je pense pas qu'il passe il est à 20 aussi. Mais tu vois, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un petit point d'interrogation sur la victoire de Nadal quand même dans l'absolu, parce que pour l'instant, même si petit à petit il avance et il se sent bien, et peut-être qu'à un moment ou un autre il va retrouver son tennis, mais bon, il aime pas le vent déjà, il aime pas jouer dans le vent, donc imaginons que ça continue comme ça à être un peu venteux. Si c'est du Agut ou du Monfils, ça peut être un match compliqué. Derrière, en finale, moi, je vois Medvedev et je me dis, voilà, Medvedev, c'est tout à fait le genre de joueur qui peut l'emmerder parce que Nadal va mettre du rythme, il adore ça, il est quasiment indébordable, le Danil, il sert excellemment. Alors bon, il y a toujours, je pense que Nadal va user de son petit... S'il y a la finale Nadal-Medvedev, pour moi, je vois très bien Nadal avec des petits slicers verts pour obliger Medvedev à monter. Parce que bon, au filet, même s'il travaille cet axe-là, il a intérêt d'ailleurs, mais bon, il peut se faire emmerder. Parce que du fond du cours, il peut y avoir bagarre, quoi, avec un Nadal qui est pas au top. Si Nadal est au top et qu'il n'y a pas de vent... Mais après, Medvedev, attention, hein, le mec, demi-finale à Monte-Carlo, première fois dans un Masters 1000 où il atteint l'ennemi, il fait ses parcours en Grand Chelem, il monte, il est 8... Enfin, là, contre Khachanov, ça a l'air de rien, mais c'est l'hégémonie du tennis russe qui se met en place. Hein. Et puis j'allais te dire, la semaine passée, il perd, parce qu'il tombe sur un Kyrgios qui est monumental, mais il joue un autre adversaire, je pense qu'il gagne le tournoi. Hein, donc, On va finir avec la question de Red John sur YouTube qui nous dit le niveau du tournoi masculin reste assez faible cette année. Vous en pensez quoi ? À Montréal ? Oui. Il est moins impressionnant que Washington. C'est ce que j'allais dire. Moi, pour l'instant, j'ai préféré le tournoi de Washington. Je trouvais que les matchs, il y avait pas, on peut pas dire de la gaieté, mais plus d'entrain, ça jouait plus. Alors peut-être... Les conditions climatiques. Peut-être parce qu'il y avait Kyrgios qui mettait le feu aussi, je ne sais pas. Peut-être. Mais quoi, tu vois, on a besoin d'un Kyrgios peut-être. Non, mais je trouve à Washington, je trouve que ça jouait mieux. Il n'a pas fait aussi chaud que les années précédentes. Donc déjà, ils ont pu jouer sans être complètement cuits, étouffés au bout de 7. Et puis, encore une fois, on était sur une surface un peu plus rapide. La Montréal, c'est plus les mêmes balles, c'est des balles qui sont plus dures. On a une surface qui ralentit et en plus, il y a un vent de dingue. Et tu te retrouves avec des matchs un peu bizarres. Après, tu regardes les deux matchs d'hier, Medvedev et Khachanov, pas terrible. Tu remontes un peu plus loin. Curic, il prend une doudoune. Rafa, son match d'avant, c'est quand même pas terrible, tu vois. Et avec Fognini, ils n'ont jamais joué bien ensemble. Ouais. Tu vois, il n'y a pas eu la bagarre, quoi. Le jeu où il y a eu le coup entre les jambes, c'est peut-être le jeu où ils ont joué à peu près ensemble sur le match. Il y a aussi les absents. Comme on disait, Federer, Djokovic, Del Potro, etc. Et il y a eu beaucoup de têtes de série qui se sont fait sortir d'entrée. Par exemple, Goffin. T'as mon fils qui arrive en quart en ayant joué quasiment personne. Ouais, tu peux être en demi en ayant joué que Bautista. Je suis d'accord avec toi, Coco, mais la semaine passée, il n'y avait pas les stars et on a eu un très beau tournoi aussi. Tu vois ce que je suis d'accord. Mais donc, là, si c'est un Master 1000, normalement, on attend un peu plus des stars. Si tu avais des matchs Tsitsipas, Medvedev, Khachanov, Coric, tu vois, c'est des joueurs qui sont sortis très tôt et ça gâche un petit peu le spectacle. C'est-à-dire qu'on a eu des affiches qu'on n'attendait pas forcément. Et nous, on va pas gâcher le spectacle en vous proposant la cote boostée. Nos amis traders à l'étage au-dessus qui nous ont fait ce combo boosté concernant les hommes. Et ça concerne le match de Gaël Monfils. On le rappelle, c'est un quart de finale contre Bautista Agut. Celui qui va gagner rejoindra Rafa Nadal en demi. Monfils qui remporte le premier set. Et Medvedev qui bat Khachanov 2-0. C'est à 4, les amis, jusqu'au début des matchs. Donc allez-y si vous y croyez. On va nous passer à une petite distribution de monnaie, les amis. Oh là 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 là. C'est l'heure d'Headshot. Attends, je révise mes têtes de série. Non, t'as pas fait ça. Tête de série. Juste avant, on répond très rapidement. C'est vrai qu'il y a Nicosko qui dit on était tellement habitués à avoir toujours les Nadal, Djoko, Federer, que c'est vrai qu'on a toujours un petit peu déçu tout d'un coup parce qu'on se dit c'est plus la même qualité de match. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui disent aussi par rapport à l'ambiance. C'est vrai qu'à Montréal, quand même, la météo est quand même bien pourrave.
Il y a des matchs à midi, c'est quand même blindé. Il y a tout le temps du monde. Moi, j'adore. Puis il y a une ambiance québécoise, quoi. Les mecs sont cool. Et surtout, il y en a un qui dit, oui, attendez, oubliez pas non plus le match Gasquet-Nishikori, qui effectivement, pour moi, est le match de la semaine qui a été extraordinaire. On va jouer, nous, on va essayer d'être extraordinaire aussi pour vous distribuer de l'argent. 5 € par bonne réponse. Point d'exclamation, quiz, Team Julien, Team Coco, Team Benoît. Voilà, c'est un petit quiz, hein. Il y a une tête de série forcément, donc on cache les tableaux. J'ai pas le temps de voir les têtes de série. Arrêtez vos bêtises. C'est vicieux parce que j'ai vu hier que maintenant tu prenais même des têtes de série qui sont déjà éliminées. Ouais. Alors que d'habitude c'était des têtes de série. Mais vas-y, comme ça, la cool. Allez, vas-y. On y va, c'est parti. 5 € par bonne réponse, les amis. Alors sur YouTube, si vous voulez gagner de l'argent, il faut se connecter sur Winamax et venir dans le chat Winamax pour pouvoir participer au jeu. Nadal s'impose au Canada pour la première fois en 2005. Jusque-là, on est d'accord. Qui bat-il en finale? En 2005. Oui, Donc ça fait 14 ans, on est d'accord. ça fait 14. Ljubicic. Non. Mais c'est un joueur très, très, très connu. Rodic. Non. Mais c'est la même nation. 2005. Oui. Marty Fish. Non. Blake. Non. Isner. Non. Couré. Non. En 2000. Agassi. Oui, Agassi. En plus, il est pas sûr. C'est Non, ça, mais pour putain, Benoît. Agassi, t'es encore en finale en 2005. Bah alors cette année-là, justement, il sort un Français en demi. De qui s'agit-il? En 2005. Ouais. Qui? Agassi. Non, Nadal. En 2005. Ouais. Grosjean. Non. Arnaud Clément. Non. Santoro. Non. Escudé. Non. Soyez bons parce que j'espère qu'il nous 2005. regarde. Paul-Henri Mathieu. Ouais, c'est Polo. Alors ça, c'est Paul-Henri Mathieu, exactement, qui fait donc demi au Canada. Bien joué. Vache. Coco. Point pour Coco. Je me rappelais pas ça. Combien de... Alors là, c'est très rapide, très facile. Combien de finales, hein? Alors, finaliste ou vainqueur pour Rafa au Canada? Bah 5. Bah non. 6. Non. 7. Bah non. 4. 4, il les a toutes Deux, gagnées. j'ai Point avant. pour Coco et Benoît, il y a les deux, je donne les deux. Avant lui, qui était le seul Espagnol à s'être imposé? On est dans l'Air Open, hein? Corricha. Non. En 75. Oula. Bah Manolo Santana. Non. Orantes. Oui. Ah. Ils étaient deux. Yes. Exactement. Et on va finir la dernière question. Juste petit point Tête de score, s'il série, vous plaît, c'est ça dans l'oreille. Je crois que ça fait 2. 0. 3, 2, 0. Voilà. 3 pour Benoît, 2 pour Coco, 0 pour notre ami Julien. Tu vas pouvoir te rattraper sur la dernière question, mon Julien. Je le sais, tu as étudié le tableau. Qui est la tête de série numéro 16? 16. Ah non, ça c'est Femme trop ou homme. loin. 16. Femme ou homme. Basilashvili. Homme. Non. Non. Non, c'était hier, Bastien Julie. 16. Gasquet. Fiorich. Non. Non, Gasquet, il est Gasquet, beaucoup trop trop loin. Mon fils. Oui, C'est 50 et quelques. c'est Yes. Benoît. Putain, j'ai révisé que les 10 premières, putain. Je suis pas allé aussi loin. 4, 3, Oh. 4, 2, 0. Donc ça fait 20 € pour Alors la attends, team tu gagnes Benoît. plus une partie de ping-pong et en question, Mais t'as t'es vu, lamentable. je sais même plus viser. Je sais plus, j'ai plus rien. Putain, on dirait Dominique Thiem. 10 € pour la team Coco et donc 0 € pour la team Julien. En plus, la team Julien ne pourra pas se refaire. Pourquoi? Parce que Julien ne fera pas la partie de ping-pong en fin d'émission. Non, ce sera Benoît contre Coco. Mais ce sera tout à l'heure parce que d'abord... Enfin, il est invaincu Faut depuis son retour. Ouais. Invaincu. Ouais, les codes sont très serrés, on verra ça après. Mais d'abord, il faut parler des femmes. Le dernier carré Ah ouais. féminin qui lui est complet. On y va. Serena Williams qui a pris sa revanche quasiment un an après sa défaite en finale de l'US Open contre Osaka. L'américaine, voilà, a dominé la japonaise en quart de finale du tournoi de Toronto. Serena, mon cher Benoît, qui a dicté le jeu, mis une énorme pression sur son adversaire. Ouais, et j'ai bien aimé la Serena après, qui a expliqué je me méfiais de la Naomi comme de la peste. Et elle a étudié énormément les rencontres qu'elles avaient pu disputer avant. Là, j'ai eu peur quand elle s'est fait ça. Notamment à l'US Open. Et elle a dit, j'ai bien mis en place un plan tactique très précis en sachant exactement ce que je devais faire. Et je l'ai trouvé, voilà, hyper concentré. Un peu la Serena que je m'attendais à voir d'ailleurs. Moi, j'étais très sceptique et c'est vrai qu'elle m'a impressionnée. Ouais, et puis mobile, quoi. Je l'ai trouvée rapide, je l'ai trouvée explosive. Ouais. Je pense que la Serena là qu'on voit, alors encore une fois, l'US Open, il va y avoir une pression monumentale, bien sûr, mais là, je me dis que ce tournoi-là, elle peut se le goinfrer, mais tranquillos. Tu sais que beaucoup cliquent sur la victoire de Serena donc à Toronto, mais aussi à l'US. Hein. Oui, après l'US. Non, mais bon, tu parlais de l'US Bah, il y a Open, donc je te Cincinnati, donne entre une autres. info en plus. D'ailleurs, j'ai mis les codes de la. Mais moi, sincèrement, ce que j'ai regardé
encore un peu plus que l'aspect tactique et tout ça, je trouve que c'est... Et son jeu de jambes, exactement, sa mobilité. Je trouve c'est incomparable. Incomparable. Alors, c'est une surface différente, mais bon, je trouve que son déplacement, son replacement, son jeu de jambes est incomparable avec celui de Wimbledon. Et comme je l'ai dit lundi dernier, je pense qu'il faut... Bon, voilà, je pense que là, le tournoi, il est pour elle. Et pour moi aussi, je la verrais à l'US Open, parce que là, quand elle est comme ça, elle est lancée comme ça. Elle sert bien, elle se déplace plutôt pas mal, elle frappe bien dans la balle. Bah voilà, vous lui ajoutez sa lourdeur de balle plus du déplacement, je vois pas qui peut la gêner. Elle est à 1,60 pour la victoire finale, Serena Williams à Toronto. Et on va donner aussi la petite info, hein, mon cher Benoît, sache qu'Osaka va redevenir officiellement numéro 1 mondial. Ah oui, mais attends, vu que Pliskova a perdu, je suis d'accord. Mais c'est fou, hein, la saison qu'elle fait, elle va retrouver la place de numéro 1 mondial. Attention quand même. Oui, mais elle va la perdre très vite. Hein. Oui, mais bon, quand même, quoi. Il y a Kenin qui a battu Serena il n'y a pas si longtemps. Alors, Roland Garros. C'est ça. Ça va être intéressant. Ouais, mais non. Raconte de voir ce que ça donne. Attends, donc, Moi, d'abord, en demi, la légende américaine va devoir dominer Maria Bouskova, issue des qualifications, la jeune tchèque. Oui, je la voyais en quart, mais je la voyais pas en demi, je vous l'avoue. Qui a profité, regardez, on a les images de l'abandon après un set de la Roumaine ex-numéro 1 mondiale, Simona Halep, gênée au tendon d'Achille. Voilà, Bouskova qui aura donc un sacré défi en demi-finale. Non, mais tu peux pas, on peut rien dire sur ce match, même si très bien pour Bouskova, hein, mais voilà, il y avait 4-1 pour Simona. 4-0, 4-4. Ouais. Voilà, après, elle joue plus et apparemment, c'est une blessure à la jambe gauche, hein, c'est pas la cheville. Donc bon, on va voir ce que ça va devenir, ça va donner pour Simona, mais encore une fois, elle fait une énorme saison. Elle gagne Wimbledon, le corps est fatigué. Et les sollicitations qu'elle a eues derrière en Roumanie après sa victoire à Wimbledon, tu te reposes pas, tu étais dans une espèce de folie, et là, elle cale, quoi. Surtout Wimbledon, elle se traîne 3 blessures. Elle gagne en étant blessée dès le début du tournoi. Et là, on avait vu aussi au premier tour qu'elle était encore touchée. Quoi. Déjà, premier tour, elle est dans le dur. Maintenant, moi, tu vois, sur le match Williams-Bouskova, j'irais donc, bien sûr, victoire de Williams, mais j'irais voir plutôt le nombre de jeux. Alors, je pense que ça peut être violent. On va aller voir ça après. Elle peut lui mettre 6-2, 6-2 à tout moment. Elle a hâte, hein, la jeune Bouskova, de jouer Serena Williams, évidemment, qui est une idole pour beaucoup de jeunes joueuses. Alors, très, très fraîche, hein, Bouskova, moi j'adore, j'ai adoré ses petites interviews et tout. Je la trouve très, très rafraîchissante, Bouskova. On va vous afficher les cotes de ce match-là entre cette demi, entre Serena Williams et Bouskova. C'est vrai que, bon, la majorité des moi, je trouve qu'il est cadeau, le moins de 19,5. Ouais, moi, je pense que je te suis. Voilà. C'est combien, sinon, Serena en 2-7? J'avais mis. Ouais, en 2-7. En 2-7, c'est 1,47. C'est moins donc, joli. Donc, autant penser c'est moins joli. Le moins de 19,5 est plus joli. Moi, je pense que elle peut lui en mettre une bonne. Parce qu'on a Kéké de Lemotte, j'adore dire ce genre de pseudo à l'antenne, nous demande pour vous, c'est sûr, elle gagne contre Bouskova? Oui. C'est sûr, hein? Oui. Sûr. Oui. Non, mais ce serait dingue. Parce et on que, peut encore même une fois, sur un moins de 7,5 à 1,78. Voilà, ce qui est. Alors, autant en Andreescu, il faut voir. Mais bon, Kenin, quand Serena Williams à Roland Garros, c'est pas la Serena Williams de là. Hein, donc, je pense pas qu'elle y arrive, surtout sur dur en plus. Mais toujours est-il que, voilà, on a Bouskova 21 ans. On a Kenin 20 ans, on a Andreescu 19 ans, 19 ans. Oui. Mais t'as Serena 37 ans. Ça n'a l'air de rien. 37 ans. Et ça veut dire que ces gamines ont grandi avec cette nana en phare absolu de ce qui représente le tennis féminin dans le monde entier. Et la petite Bouskova qui va arriver là-dessus avec ses yeux émerveillés va avoir tout d'un coup Serena Williams en face. Elle va se prendre 2 pruneaux. Et je pense que ça peut l'aveugler, quoi. Il y a une petite piécette à mettre à 4,60, la grosse cote du match. Et puis, sa force de Bouskova sur des joueuses un peu moins puissantes, qui est un peu la variation, les angles, sur une joueuse qui est beaucoup plus puissante, là, elle va pas faire le poids, quoi. Et puis, après, ça n'a pas empêché Osaka de désacraliser. Bouskova, la victoire contre Stephens, elle est impressionnante. Hein. Ça joue. Oui, mais la lourdeur de balle, c'est pas là, pareil. tu prends les deux, une fois de plus, c'est peut-être facile ce que je vais dire, mais il y a au moins 30 ou 35 kilos de différence. Donc quand tu tapes dans la balle, c'est pas la même, quoi. Mais encore une fois, c'est parce qu'on s'en rend pas compte quand on voit ça à la télé, mais la balle de Nadal est unique au monde. La balle de Serena sur le circuit féminin est unique, même si celle de Osaka s'en rapproche de temps en temps, mais il n'y a quand même pas cette lourdeur permanente du côté de Serena Williams, c'est dingue.
Et l'autre demi-finale opposera donc l'américaine Sofia Kenin à la star montante du tennis canadien Bianca Andreescu, 19 ans, tu l'as rappelé Benoît, qui est sortie victorieuse d'un quart de finale serré contre Pliskova, numéro 3 mondial. On n'a pas tous compris ce qui s'est passé dans ce quart de finale. En tout cas, elle fait son retour au premier plan. Andreescu, est-ce qu'elle va pouvoir confirmer face à Kenin, qui est en pleine forme aussi, qui a sorti Svitolina en quart de finale? Alors là, on était à l'inverse, hein. On avait dit Svito et Pliskova. Oui. Mais j'ai pas compris du tout le match de Svitolina. J'ai pas compris. Moi de Pliskova. Elle a fait n'importe quoi. Donc j'ai pas compris. Pas là. Bon, Kenin passe. Pas si simple que ça d'ailleurs, parce que c'était enfin bon, Svito qui a 11 balles de break, elle en met que 2. Enfin, j'ai absolument pas compris. Elle mène 4-0 dans le premier set, hein, la Svito. Tu te dis bon, allez hop, on y va. Et puis tout d'un coup, disparition. Mais alors, évaporation de la Svito, pas compris. Et Andreescu, à un moment, moi là, je suis en train de me poser la question, quoi. Cette nana, je me demande si c'est pas la meilleure joueuse du monde sur dur. Bah, j'aimerais la voir contre Serena Williams. Alors malheureusement, elle va arriver sur les rotules. Mais ce qu'elle fait cette année à 19 balais, cette fille me scie, quoi. Elle me scie, quoi. C'est aberrant ce qu'elle est quand même capable de faire. Avec la blessure qu'elle a eue, et puis elle revient. Je rappelle à nos amis dans le chat la blessure. Elle a joué 8 tournois cette saison. 8 tournois, fait 3 finales, elle gagne 2 titres. C'est hallucinant, quoi. La nana, elle était au-delà de la 150e place mondiale. Elle est 20e, là. Elle est 20e. C'est dingue. Et la fille, tu la vois, alors ok, Pliskova, machin, tu dis bon, elle va fatiguer, elle lui met 6-0 dans le premier set, l'autre, elle avait pas branché, la prise. Les jambes en mousse, elles étaient devenues en guimauve, là. Il y avait même pas 2 ampères, là. Ouais, elle avait 2 tensions. Tu lui prenais le pouce, c'était. L'aiguille, elle bougeait pas. Bon, décérébrée, quoi. Et puis tout d'un coup, elle se met à jouer, bon, tu sais pas trop. Mais elle finit, quoi. Andreescu, elle finit, elle est bien, elle a une volonté, cette nana, mais ça, elle me fait penser avec Vitova quand elle gagne des points, toi. T'as l'impression que c'est des T-Rex, les filles. Comme ça. Et tu dis, mais justement, faut pas faire ça parce que tu te crames de l'énergie. Mais ça fait rien. Elles y vont, elles sont comme des dingues. Elle a 19 ans. Je pense que la fille, elle est en fusion totale. C'est Fayot, c'est Katy Perry, quoi. Pour toi, ça passe Kenin et ça va en finale. Mais j'en sais rien, Là, tu viens de me la vendre comme ça, mais j'ai envie d'aller. Mais parce que Andreescu, t'as l'impression que la fille, elle peut plus arquer. C'est pas possible. Elle est blessée, elle enchaîne les heures, elle est fatiguée. Ouais, mais tu dis que c'est peut-être son tournoi. Il y a le support aussi des Canadiens. Peut-être son tournoi, elle vient d'en gagner un gros là en début de saison. Moi, je mettrais Kenin Williams en finale. Mais... La finale Kenin-Williams pour. T'as quand même deux nanas. Un match en 3-7 ou pas? Moi, je vais sur un 3-7. Je sécurise le fait que Andreescu physiquement, je sais pas ce que ça va donner. Moi, je vais repartir sur ce que j'ai dit hier. Je pensais qu'elle allait plier. Je pense que c'est aujourd'hui où elle va plier physiquement Andreescu. Kenin en 2. Je vois Kenin en 2, ouais. J'en sais rien parce que t'as quand même deux gamines. Donc là, Andreescu, moi perso, je l'avais vu un peu jouer, mais de là à ne pas perdre un seul de ses rendez-vous contre les top 10 cette année, elle en a joué 6, elle les a toutes battues. Tu te dis qu'il y a un truc qui va pas. Elle a jamais perdu cette saison contre une joueuse moins bien classée qu'elle. C'est complètement dingue. Et la fille, elle est 20e. Bon. Puis tu dis, mais Kenin, ok, Kenin. 20 ans, hein. Kenin, pareil. 20 ans aussi. Kenin, la nana, elle gagne Hobart, elle gagne Majorque sur gazon. Elle fait son 8e à Roland-Garros où elle bat Serena. Enfin, encore une fois, la Sofia Kenin, tu dis, mais cette fille-là, elle peut pas y arriver, c'est pas possible. Elle a rien d'impressionnant. Mais elles ont une espèce de confiance en ce moment, ces filles, qui leur permet de taper la balle. Ça veut dire que le court de tennis, ça arrivait souvent Juju. Le court de tennis, t'as l'impression que c'est un terrain de foot, tellement c'est grand, que la balle est énorme. Tu vois tout à l'avance, c'est Matrix, quoi. T'es là, tu joues, t'es tranquille. Et Juju, ça lui arrivait tous les jours. Pas tant que ça, non. Mais non, mais bon, je sais plus qui m'avait parlé de ça une fois. Il me disait, mais c'était dingue quand t'arrives dans ce moment-là où tu sens que il peut rien t'arriver. Ouais, t'as l'impression que tu vois tout au ralenti, que tout est clair et que tu tapes, c'est parfait, quoi. Ça n'arrive pas souvent à jouer au ping-pong. Ouais, encore moins. Ça, c'est un tournoi dans l'année. C'était avec son geeks, avec son gars, j'en ai parlé. Federer, ça fait 15 ans qu'il est dit. Non, c'est pas si évident que ça, justement. C'est tous ces problèmes pour eux.
de retrouver ces moments où ils sont parfaits. Alors, comme ils sont déjà limite parfaits en permanence, tu dis où est le truc, quoi. C'est ce qu'on avait déjà dit, c'est tous ces rituels-là que met en place Nadal pour retrouver tout le temps ce niveau-là. Et puis les meilleurs ont, quand ils n'ont pas cette vision-là, ce niveau moyen qui leur permet quand même d'être un peu au-dessus des autres. Son gars, tu vois, j'en avais parlé avec lui et il me disait, mais pour moi, mon match absolu, c'est Nadal Open d'Australie 2008. Et j'en ai parlé avec lui, je sais pas quoi, en 2013, 2014. Je dis, mais pépère, ça fait tellement longtemps. Et il me dit, oui, mais ce jour-là, j'ai joué un tennis que je sais que j'ai été capable de le faire. Dans un rendez-vous super important, avec une pression phénoménale, je dois être capable de retrouver ce moment-là. Et donc, ces mecs-là se battent toute l'année, tous les jours, à l'entraînement pour essayer de retrouver ça. Mentalement, le tennis, c'est un truc de malade. On va vous proposer le combo boosté concernant les femmes fait par nos traders. Gentiment, on va vous le montrer. C'est une cote à 4, je crois, boostée. Ou 5,50. Voilà, 4, c'était peut-être les hommes. Williams qui bat Bouskova. Donc ça, on est d'accord, 2-0. Et là, Andreescu qui bat Kenin 2-0. Pourquoi pas? Voilà, c'est l'interrogation est peut-être un peu là-dessus, mais voilà, c'est à 5. Vous avez dit quoi alors, tous les deux? C'est Kenin tous les deux? Moi, Kenin en 2-7. Toi aussi? Moi, c'est 3-7, c'est tout. 3-7? Je sais pas. Et j'irais peut-être plus sur Andreescu, mais je suis inquiet sur le physique. Elle est touchée, elle est fatiguée, comme on a dit. C'est pour ça que je mets juste 3-7. Ouais, mais du coup, 3-7 alors qu'elle est fatiguée. Elle peut prendre le C'est comme le Monaco-Lyon d'hier, je savais pas. Ah, voilà, c'est bien. Oui, il y a Marseille qui arrive, ne vous inquiétez pas. Juste avant, on va donner nos vainqueurs parce qu'on se revoit pas demain. On se reverra que lundi pour Cincinnati. Quelle heure lundi? Lundi 15h30. 15h30 Cincinnati, les amis. On sera là lundi, mercredi, vendredi, samedi. Ensuite, petite semaine de vacances et US Open pendant 15 jours. Ok. Juste avant, vainqueur, homme, femme, on commence par Coco. Homme, femme, rapidement. Je mets les cotes quand même. Oh bah vas-y, fais donc. Moi, le vainqueur, je mets Khachanov. Khachanov pour Coco, cote à 7 chez les hommes. Julien. Rafa, 1,50. Oui, Et pour les favos, c'est pas Benoît, non, c'est pas drôle, il faut... je suis pas comme ça d'habitude. Non, c'est vrai. Ça rapporte rien. Ah, mais après, moi, mon tableau, moi, j'avais mis Rafa en finale contre Félix. Bon. Il y a mon fils à Mais j'avais Medvedev en demi. Mais on te demande pas ton tableau, on te demande qui va gagner. Tu dis un nom. Ne raconte pas ta vie. Il n'y a pas Bautista et mon fils en plus, si tu veux. Medvedev à 3,75. Et on va passer aux femmes. Alors maintenant, qui va gagner chez les femmes? Serena. Tout le monde va sur Serena, 1,60. Oui. Bah non, c'est trop facile. C'est trop facile. Non, on va moi, pas je dire vais sur n'importe Andreescu quoi. à 5. Tu viens de nous dire qu'elle est blessée et qu'elle passe. C'est pas grave. Alizé Cornet, elle a combien? On a sécurisé le 3-7, mais elle peut gagner en 3-7. Ok, Coco, c'est pris, c'est noté. Allez, nous, on va peut-être voir si tu vas gagner en 3-7 ou non. Face à Benoît Mélin, c'est l'heure de tie-break. Allez, vous avez l'habitude, c'est la fameuse partie de ping-pong. On va tout de suite voir les cotes qui vont s'afficher. Il est favori. De l'autre côté, mon cher Coco. Pourquoi je suis favori? C'est bon. Mais bien sûr que non, c'est toi le favori. Tu rigoles, t'es invaincu. Moi, je suis favori. Bah oui, t'es un 60. Ah bah Il aime pas la pression, il peut pas jouer avec la pression. C'est très bon, c'est toi le favori.